Bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. On a entendu des choses assez intéressantes ce matin. Mon nom c'est Claude Louis, je suis le directeur pour les comptes entreprises ou les comptes nommés au Canada avec mon équipe. Ça fait à peu près 7 ans, je travaille 6 ans et demi que je travaille pour Red Hat ici à Montréal. Je connais pas mal de monde ici. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est on va laisser les clients parler de leur projet et de leur expérience à un certain point avec Red Hat. Nous autres, on trouve que c'est toujours la meilleure façon de voir comment un vendeur, un Red Hat, une compagnie de logiciels travaille avec les clients quand c'est les clients qui parlent. Avec ça, on a 3 clients ici, je vais les introduire. On a Jacques Pombriand de l'Auto-Québec. On a Martial Gould de Vidéotron et on a Jacques Laporte. Jacques Porte de Desjardins. Avec ça, on va commencer avec Jacques Pombriand, peut-être introduire et parler un peu du projet chez l'Auto, les défis et vraiment l'expérience et les résultats. Parfait. Ça fonctionne? Ouais, ok. Voilà. Bon, bonjour tout le monde. Mon nom est Jacques Pombriand. Je suis chez l'Auto-Québec depuis 2 ans et demi à peu près. Je vous dirais qu'en se levant ce matin, on s'est demandé pourquoi on disait oui. C'est un petit peu stressant, mais pas de problème. On va partager avec vous notre expérience. L'expérience chez l'Auto-Québec a été une migration de nos applications WAS vers JBoss. À vrai dire, chez l'Auto-Québec, on a, puis partout ailleurs aussi, on a des dettes technologiques qu'on veut enrayer ou éliminer au fil du temps. Donc, on avait fait une étude il y a 1 an et demi à peu près, puis on regardait nos applications WAS qu'on avait. On était sur des versions 6. On a regardé quels étaient les coûts pour migrer vers des applications WAS à des versions plus récentes, 7 ou 8. Après l'étude, on s'est aperçu que tout ce qui est coût récurrent, tout ce qui est achat de licence du côté de JBoss est beaucoup plus avantageux. Et en termes d'efforts, quand on a regardé les efforts de migration, c'est les mêmes efforts de migration de migrer de WAS à WAS ou de WAS à JBoss. Donc, nous, la décision qu'on a prise, c'est d'aller vers la migration de JBoss du côté de l'Auto-Québec. C'est un projet qui a commencé il y a 1 an. Donc, aujourd'hui, il n'est pas terminé encore. C'est la façon dont on a décidé de l'aborder qui fait que ça a pris à peu près 1 an. On achève, on en a pour à peu près 2 mois encore. Donc, la façon dont on l'a abordé, nous, c'est on n'a pas fait un Big Bang de transférer de WAS à JBoss. On a décidé d'y aller plus d'une application à l'autre. On a des applications qui sont exposées à l'externe. On a des extranets, on a des applications financières qui sont utilisées à l'interne également. Donc, on est allé plus d'une application, une à la fois. Donc, on jugeait que c'était mieux d'y aller de cette façon-là, puis le risque était moindre pour nous. C'est sûr que pour y arriver, l'expertise à l'interne, on avait une certaine expertise de JBoss parce qu'on avait des applications qui étaient sur 5.1 aujourd'hui. Ils sont encore sur 5.1, on va les migrer à 6.4. Donc, quand on a démarré, on migrait de WAS à JBoss 6.2, mais là, on s'en va vers 6.4. Donc, le fait que ça a duré 1 an, on doit faire des migrations graduellement au fur et à mesure. C'est un défi supplémentaire qu'on a, mais il faut qu'on le règle aussi au niveau de nos opérations dans l'avenir qui s'en vient, quand on sera tous sur JBoss. Donc, dans les questions, il y avait les initiatives d'affaires. C'est sûr qu'on a eu des défis, OK? La formation au niveau des gens, ça a été un défi, mais on l'a adapté. On s'est entendu avec vous autres sur les types de formations qui étaient requises. Donc, même les gens qui avaient des connaissances de 5.1 devaient suivre quand même une formation, parce que le saut à 6.2 à l'époque, il y avait des grandes différences, donc une formation était quand même nécessaire. Vous nous avez supporté par rapport au niveau de la conversion tout au long de l'année. On est allé chercher également des experts à l'externe, 2 ou 3 experts qui connaissaient déjà ce type de migration également vers JBoss, ça a été une très bonne aide de leur part également. Donc c'est sûr que dans les défis,
on a dû regarder un peu nos façons de faire également, parce que nos environnements se multipliaient à l'époque. Pour maintenir nos applications, je pense que dans les différentes phases, qui est unitaire, intégration et toutes les phases, on avait à peu près 65 environnements différents au niveau de OAS. Donc, on a revu un peu notre façon de travailler. Ça nous donnait un petit coup de pied pour regarder un petit peu comment est-ce qu'on fonctionnait. Donc, on a diminué, on a optimisé un peu nos processus de développement par rapport à ça. Puis, on a coupé au moins de moitié aujourd'hui au niveau des environnements. Donc, les coûts, on a rattrapé par rapport aux coûts initiaux qu'on avait à l'époque. On s'est lancé des défis supplémentaires également. On a vu certaines choses tantôt. On s'est dit, pour transférer JBoss, on va aller de l'avant aussi au niveau de l'intégration continue. Un peu retirer nos outils relational, puis aller plus avec des outils de Git, Jenkins, Maven. Donc, c'est un prérequis, un défi supplémentaire qu'on s'est donné. On dit, on va Maveniser nos applications, puis on va transférer JBoss. Donc, le principe de l'intégration continue, on voulait le mettre en place également. Donc, on voulait s'ouvrir un peu sur le marché, puis revoir nos façons de faire. Donc, on a eu ça au niveau des défis. J'en ai énuméré, je m'étais préparé. Ça ne verrait pas, là, mais je vais regarder. C'est sûr qu'il y avait les connaissances, les ressources, le mode de fonctionnement qu'on a eu également, qui est... vu que c'était une migration, la plupart des gens qui travaillaient sur le projet, c'est 75% des gens qui étaient sur le projet étaient des gens des opérations et de l'entretien. Donc, c'est un petit peu difficile dans ce temps-là quand on gère un projet. Donc, une migration, est-ce que c'est une priorité pour nos clients? Donc, on se battait un peu avec les priorités face aux clients. C'est ce qui explique un peu la durée de la migration qui a pris 1 an. Donc, des fois, on faisait une migration sur des applications, puis on devait peut-être la mettre un petit peu de côté pour répondre aux exigences du client. Donc, c'est pour ça que ça a pris 1 an. Et d'autres défis, un défi qu'on a eu aussi, on s'est dit, on est capable, on va le faire tout seul. On a les connaissances, on a les compétences, on va y aller. Donc, on s'est un petit peu accroché sur la première application, mais on a appris, on n'a pas répété, il y a des leçons apprises, donc on n'a pas répété cette façon de faire. C'est sûr que dans les défis aussi, vous l'avez abordé dans l'introduction, on a des applications, des vieilles applications qui sont liées un peu sur WAS. Donc la migration, c'est pas fait de façon transparente en tant que telle. Donc, au niveau du développement, il a fallu revoir certaines applications également. On s'en est aperçu dans les différentes phases. On a eu des petites surprises la première fois en production sur une application, mais on a réagi assez rapidement. Puis, c'est sûr qu'on ne vous avait pas nécessairement impliqué dans ce processus-là. Puis, je pense que vous allez en parler où vous pouvez analyser un peu le code qu'on a actuellement. Donc, on aurait pu prévenir ça un peu à l'avance au lieu d'aller en essai-erreur. Donc, dans les leçons apprises, ça, c'est une des choses un peu. Le fournisseur, il faut l'impliquer dès le départ, puis en cours de route, même si on pense qu'on est autonome aussi. Des fois, ça peut nous sauver un délai assez raisonnable de ce côté-là. Oui, ça fonctionne. C'est intéressant parce que vous avez mentionné vraiment un assessment au commencement pour voir la complexité de chaque application. C'est vraiment important. Une chose pour tout le monde, WAS, c'est WebSphere Application Server, pour les personnes qui ne connaissent pas ça. De l'autre côté, est-ce que vous avez vu ça comme vous avez parlé un peu de pas agile comme tel, est-ce que c'est un pas vers le DevOps? Est-ce que vous avez... Oui, un petit peu, parce que dans des organisations, des fois, il y a des petites barrières entre le développement, les opérations, avec l'ingénierie des fois aussi. Et ça, c'est un projet que j'ai trouvé qui était porteur aussi. Donc, on travaillait quand même très conjointement au niveau des opérations, au niveau du développement. Souvent, les projets, normalement, ou souvent, ils sont gérés par l'équipe de développement. Oui. Les gens d'opération sont un petit peu à la remarque où ils exécutent un petit peu. Dans ce cas-là, on travaillait vraiment conjointement avec eux autres. Donc, oui, c'était une initiative un petit peu DevOps où il y a des murs qui... La culture a commencé à changer. Oui, ça a été un des projets porteurs par rapport à ça, même si on a d'autres initiatives pour changer la culture chez Auto-Québec aussi. OK. Parfait. So, c'est beau? Oui. On va aller avec Martial. Voilà. So, une introduction et parler un peu du projet chez Vidéotron et
On va voir. Pas de problème. Bonjour, mon nom est Martial Gourde. Je m'occupe de la direction du développement des systèmes qui supportent la plateforme Illico. Ceux qui sont abonnés Vidéotron, toutes les applications que vous voyez sur votre terminal. C'est notre équipe qui maintient ça. Je pourrais résumer le sujet, c'est vraiment la migration d'Glassfish vers JBoss. Je pourrais remplacer Desjardins et WebSphere par Glassfish, ce serait à peu près le même scénario. Nous, dans notre processus, c'est que lorsqu'on a appris en troisième trimestre 2014 que Glassfish n'était plus supporté, que c'était sa fin de vie, les systèmes qu'on supporte, les systèmes qui fonctionnaient sur Glassfish font face à peu près 1 million de terminaux, des systèmes qui fournissent ce catalogue pour la VSD. Donc, l'objectif, c'était réellement de mettre à jour la portion middleware avec une solution qui était solide, pour laquelle on pouvait avoir un support en continu. Et on a donc procédé à une demande de soumission et naturellement, les 3 plus gros sont ressortis, IBM, Oracle et Red Hat avec la solution JBoss. Il faut dire qu'une partie des équipes, parce qu'on parlait d'ingénierie, Jacques, en passant, on a déjà collaboré ensemble chez Vidéotron, il y a une partie qui est très WebSphere, puis nous, du côté d'ingénierie, on avait de Glassfish, donc on avait un petit peu de liberté, sauf qu'on devait quand même choisir une solution qui était économiquement rentable et qui répondait à nos critères de stabilité dans les environnements. Un des avantages qu'on trouvait sur JBoss, naturellement JBoss étant quelque chose que chaque développeur peut installer comparativement à WebSphere ou WebLogic, c'était déjà un avantage pour ce qui était du bassin de ressources. Suite à la soumission, après étude de tous nos requis, on a retenu JBoss. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un excellent support de la part des services professionnels de JBoss, parce qu'on devait aussi se poser une question sur la révision de l'architecture qu'on avait en place. Étant donné que nous, on a toutes les questions relevant géographique et maintien de service, on voulait quelque chose qui allait simplifier les déploiements d'applications, les mises à jour, et nous donner un meilleur contrôle sur le fonctionnement du service. Donc, le projet comme tel a vu le jour avec toute la paperasse début 2015. On a mis en place un programme de formation. Toutes les personnes ont été formées pour être sûr qu'on faisait les choses dans les règles de l'art. Et on a eu le support de Red Hat, de l'équipe de Red Hat pour le choix architectural. On est allé en mode hybride et on a aussi eu l'assistance pour justement analyser le code qu'on avait parce qu'on passait de Java 6 à Java 8 et on voulait tout de suite détecter les problèmes potentiels pour tout ce qui est question des librairies, les plugins, etc. Le résultat de la migration s'est très bien passé. On est passé en live sur une transition sur 2.5 pour réactiver le système, passer sur JBoss avec les services pour finalement décommissionner les serveurs Glassfish en janvier cette année. Oui. Parfait. Est-ce qu'il y avait des bénéfices non visés au commencement? Au fin du projet, est-ce que, parce que maintenant c'est JBoss, c'est une plateforme qui a un futur, pas comme Glassfish, on savait que c'était presque fini. Est-ce que maintenant il y a des opportunités qui existent maintenant qui n'étaient pas là avant? On regarde tous les modules, c'est sûr qu'on a toujours un contexte où il faut faire attention, mais on regarde réellement, il y a des points intéressants au niveau DevOps. Il y a un très grand intérêt là. On continue à faire des transformations sur les systèmes. Donc, on va réellement regarder ce qu'on peut mettre au point comme outil dans les environnements. C'est sûr que tout ce qui n'est pas produit déjà packagé, fourni par un fournisseur, pour nous maintenant l'ingénierie, la règle c'est JBoss comme plateforme pour supporter nos services, nos applications. OK. Une question peut-être pour vous deux. Côté qu'on a mentionné, je pense, sur le code, il y avait des exceptions, mais en général, est-ce qu'il fallait modifier le code des applications beaucoup? Je pense Windup peut-être utilisé chez Vidéotron, qui aide à trouver les changements à faire, mais est-ce que c'était assez raisonnable? Est-ce que c'était un gros parti du projet, un petit parti de changement de code? Non, c'est une petite partie.
OK. Parce que quand même, on avait des règles en place aussi pour ce qui est du code, le développement, on suivait quand même des règles pour que ce soit portable, des particularités, mais il n'y avait rien de spécial qui avait été utilisé du côté de la souche, donc des petits changements. OK. Et Jacques? Ça a été la même chose de notre côté. C'est juste des changements mineurs qu'on a dû apporter du côté du code. Il y a même des applications qui n'avaient pas beaucoup de changements à faire. Il y en a qui, c'est transparent si le code il est vraiment bien fait. Là. Ouais. C'est vraiment mineur. Oui. Et je pense que c'est ça, l'outil Wind-Up, peut-être ça serait une bonne chose, c'est une des choses peut-être que tu aurais changé avec le projet, c'est faire le Wind-Up, faire l'analyse de commencement. Mais à refaire, oui, on l'a utilisé. Ça, c'est certain. C'est sûr qu'on est ouvert à tout ce qui peut être utile, là, mais si ça peut être utile, on l'aurait fait, c'est sûr. Parfait. Ouais, maintenant, on va changer. On a parlé de JBoss 2 fois. Maintenant, on va parler de OpenStack et d'un autre client, c'est Desjardins. Jacques, je te laisse. Donc je m'appelle Jacques Porte, je travaille à la DIT, une direction qui s'occupe de l'innovation et de l'info nuagique chez Desjardins. Je travaille depuis 1 an dans cette direction qui a été créée il y a 1 an. Je vous présente aujourd'hui un peu le chemin qu'on a fait dans le cloud chez Desjardins depuis 3 ans. Je pense que d'ailleurs je suis celui qui présente parce que je suis un des rares survivants du projet initial. Donc on a commencé le projet Info Nuagique chez Desjardins depuis 3 ans. Il y avait une cible d'architecture 5 ans qui avait été faite. Je veux juste mentionner avant de parler de Red Hat 2-3 choses qui sont importantes sur ce qui a drivé le projet chez Desjardins. La première des choses, c'est qu'on devait amener de la valeur. Ce qui est le cas de tous les projets sans doute, mais on avait un objectif, on va dire annuel, de ramener de la valeur avec un suivi. Il fallait qu'il y ait des résultats. C'était l'objectif du projet Info Nuagique chez Desjardins. On avait des guidelines qui avaient été donnés par l'architecture d'entreprise. Il fallait que la solution qu'on utilise soit ouverte, flexible, évolutive. C'est pour ça que Desjardins a choisi la plateforme OpenStack. Je ne vous dirai pas quelle plateforme on a choisi à l'époque, mais ce n'était pas Red Hat. On reviendra à Red Hat un peu plus tard. Donc on a parti de ce projet-là. Un aspect important, c'est que un des mandats du projet, et c'était le mien en particulier à l'époque, c'était que le cloud devait être opérationnalisé à 100% à la livraison. On devait s'intégrer dans les processus de Desjardins le plus possible, changer les processus qu'il fallait changer quand il y avait de la valeur, mais s'intégrer dans l'organisation. Donc on a commencé ce projet-là. 1 an après, je dirais, on avait livré 3 services, dont 2 étaient plus utilisables parce que les développeurs avaient été plus vite que nous. On a fait un assessment par rapport à ça et on a changé, on a fait une 2e évolution de la plateforme Info Nuagique. Où on a augmenté notre vélocité, mis en place des solutions de database de services, mais surtout changé notre façon d'aborder le projet, notre façon de livrer le projet, d'être en mode beaucoup plus agile et beaucoup plus à l'écoute de nos clients. Ça, c'était la version 2. Dès ce moment-là, on s'est dit, on a voulu se préparer à la version 3, qui était vraiment d'aller vers la production chez Desjardins, donc pas seulement des environnements pour supporter les développeurs, mais des accompagner tout au long du cycle de développement. Quand on a commencé ce travaux-là avec les équipes d'architecture de Desjardins, c'est sûr que c'était pas tout à fait la même game. On est quand même une institution financière, il y a des règles de sécurité, il y a des règles de conformité. L'info nuagique chez Desjardins est ciblé pour les applications critiques business, donc il a fallu qu'on fasse un assessment complet, et c'est là où on a commencé à travailler avec Red Hat. On a regardé un petit peu sur le marché qui pouvait nous accompagner. Je vais mettre un bémol, on parle souvent de technologie, puis c'est normal, on est tous dans les TI ici. Ce que nous on a appris, c'est que les technologies représentent une toute petite part des défis des projets Info Nuagique. 90% des défis qu'on rencontre au quotidien, c'est les changements, l'organisationnel. Maintenant, ce que ça veut dire pour moi, c'est juste qu'il faut que la technologie soit très solide pour qu'on puisse se focuser sur les vrais enjeux qui sont les changements organisationnels. Donc basé sur cette statement-là, on a travaillé, on a regardé, on a approché Red Hat, et puis ils nous ont accompagnés, les architectes sont venus. Ça a été intéressant comme choc de culture, beaucoup de nouvelles technologies chez nous, une transformation fondamentale des façons de faire.
utilisation du software Defined Storage qui n'était pas chez Desjardins, changement au niveau des hyperviseurs, pratiquement tout le stack est nouveau. Donc c'est là où on avait besoin d'un partenaire qui non seulement savait ce qu'il faisait, mais l'avait fait ailleurs et était capable de nous garantir que quand on va livrer le projet, ce qui n'est pas encore le cas, donc je reviendrai l'an prochain pour vous dire si c'est le cas, et qui se sont engagés à ce que les niveaux de performance soient selon les attentes et de disponibilité soient selon les attentes. Hier, il y avait un moment où on se fait ensemble. Vous avez mentionné, je dis vous, tu, j'ai un Ontario, j'ai toujours un problème avec le vous voyez. Mais on parlait et tu étais surpris que le monde a dit non chez Red Hat. Que le monde a dit oui, nous autres, on a une opinion, on pense que ça fonctionne comme ça. Ils ont fait l'effort de vous convaincre que c'est pas nécessairement la façon que vous voyez ça avant. C'est un point important, mais c'est un point fondamental de pourquoi on cherchait un partenaire qui était capable de dire non. Il y a tellement de technologies nouvelles dans le cloud et tellement de nouvelles façons de faire que même si on a des architectes brillants et des équipes brillantes, des équipes d'exploitation brillantes, il reste on travaille avec une certaine façon depuis des années, on s'est optimisé avec cette façon de faire depuis des années, et quand on est face à des choix technologiques qui transforment, on a besoin d'avoir un partenaire qui dit, par exemple, le SDN c'est pas tout à fait mature. Attendez un an, même si vous pourriez en bénéficier, attendez un petit peu. Dans votre cas à vous, la meilleure solution c'est de faire du software defined storage, même si vous auriez d'autres opportunités. Il y a beaucoup de choses comme ça où on avait besoin d'aide, et puis c'est vraiment un rôle, je pense, qui a été important, et toujours avec une ouverture d'esprit. Je me souviens, et puis on n'est pas les seuls dans ce cas-là, quand Red Hat est arrivé chez nous, ils nous ont dit la majorité des workloads qu'on a ne sont pas pour le cloud. Ce qui, je pense, on n'est pas les seuls. Mais on a expliqué le pourquoi, c'était quoi les raisons business, et puis on a eu vraiment, ok, d'accord, dans ce cas-là, on comprend, et puis on va vous appuyer dans cette démarche-là, on va vous offrir un support ou un soutien dans ces solutions-là aussi. OK. Et chez Desjardins, je pense on fait l'effort avec notre groupe de services d'intégrer vraiment directement avec votre équipe, avec notre Service Delivery Manager. Est-ce que ça fait vraiment une différence? Est-ce que vous voyez que ça donne l'équipe la capacité de faire plus en moins de temps? C'est ce que je disais tout à l'heure, dans un environnement, je pense dans toutes les entreprises, mais dans le milieu financier, en tout cas chez Desjardins, il y a beaucoup de spécificités. Ouais. Et le fait de pouvoir à la fois, et nos architectes, les personnes qui travaillent, les concepteurs, ils ont cette capacité de comprendre c'est quoi les spécificités de Desjardins et qu'est-ce qu'on peut amener. Donc c'est vraiment un travail de collaboration qui doit avoir lieu pour amener, utiliser ces nouvelles technologies, mais comment on l'amène dans nos data centers, comment on parle avec nos applications legacy, comment on parle avec nos réseaux, avec nos zones et ainsi de suite. Donc ça c'est un élément plus qu'important, c'est crucial. Ouais, c'est une chose que nos clients nous demandent beaucoup. C'est un partenariat, ça veut dire qu'on se comprend. On comprend la complexité des environnements chez les clients et vice-versa. Juste une autre question, juste comme ça, pour tout le monde, pour finir, on va commencer avec toi, Jean. Dans le futur, pour les clients qui sont ici, qui veulent utiliser le logiciel libre, ils veulent commencer à regarder l'open source d'une façon plus sérieuse, est-ce que vous avez une opinion ou quelque chose pour les aider à commencer le chemin? Je pense que Red Hat est mieux placé que moi pour répondre, mais si moi je le dis, personne ne va me croire, peut-être ils vont te croire. Mais ce que je dirais de notre expérience chez Desjardins, on a des grosses équipes de développement, beaucoup de développeurs, ils utilisent déjà beaucoup d'open source. Donc la question de l'open source est récurrente, on va dire. Ce qu'on s'aperçoit, et puis c'est peut-être mon côté opérationnel qui parle,
L'open source, c'est bien pour la capacité d'évolution qu'ont les projets, les communautés, la capacité d'aller très très vite dans l'évolution et dans l'innovation. Maintenant, quand on rentre dans des compagnies comme Desjardins, on n'est pas des développeurs, on est là pour rendre des services. Les développeurs chez nous, ils ne sont pas là pour coder OpenStack, ils sont là pour livrer des services bancaires à nos clients. Donc oui, on s'appuie sur de l'open source, mais comme un vecteur de transformation. Donc avoir des compagnies qui nous accompagnent et qui fournissent effectivement la sécurité, le patch, pour nous c'est extrêmement important et je pense pas que, je vois pas comment on pourrait partir avec une distribution Linux basique et puis monter ça avec les contraintes de sécurité qu'on a. OK. C'est une opinion. Parfait. Martial? Pour moi, je suis un adepte de l'open source depuis longtemps. Dans un cadre d'entreprise, l'open source, il y a des entreprises qui font moins confiance à l'open source pour des questions de support, questions de sécurité. Donc la question de choisir le bon partenaire, la bonne source de l'open source, c'est sûr que l'open source, pour moi, ce que je crois, c'est qu'il y a quand même une très grande vélocité en termes de changement, en termes de correctifs. Ce qu'une entreprise, à moins d'avoir des tonnes de développeurs, et encore là, arriverait à obtenir un niveau de fiabilité très intéressant. Il y a une question de culture dans les entreprises, puis c'est ce qu'il faut essayer de transformer, puis c'est un gros travail. Surtout les grosses entreprises, les convaincre que l'open source est économiquement ou financièrement intéressant, puis qu'en plus, on bénéficie de changements, de plein d'idées de gens talentueux dans la communauté pour venir fournir tout ce qu'on a besoin, puis même innover. Oui. Parfait. Et Jacques? Je dirais que chez nous, c'est plus le changement de culture qu'il faudrait, qui serait un petit peu plus difficile parce que l'aspect sécurité, c'est le mentionné, parce que la sécurité chez l'Auto-Québec, des fois, ils nous mettent un petit peu des freins au niveau de l'avancement, donc ils sont un petit peu froids par rapport à tout ce qui est open source. Donc, c'est d'avoir de bons partenaires aussi qui peuvent nous influencer. On l'a mentionné tantôt, on a des gens à l'interne qui sont vraiment compétents, qui sont ouverts à ce qui se passe, puis ils veulent aller plus rapidement, puis ils veulent produire un produit de qualité. Mais on a besoin d'influence également par rapport à des partenaires qui connaissent déjà ça. Parfait. Merci beaucoup à vous trois. Je pense que c'était une des choses les plus intéressantes ce matin, c'est entendre les clients avec des vraies expériences. Je vous remercie. Merci beaucoup.